On commence ce cours par un rappel d'électricité. Vous connaissez les grandeurs. On va parler de résistance et dérésistance, un peu des condensateurs. Et on va surtout s'intéresser aux diodes lumineuses, les LED, que l'on va trouver dans beaucoup de nos exemples de programmes. Le microcontrôleur est entouré par des circuits périphériques et doit être alimenté par une source de tension avec ce qu'on appelle la masse, ce qu'on appelle le ground, le 0 volt. Et de l'autre côté, nous avons une tension qui sera dans tous nos cas 5 volts, qu'on appelle parfois le VCC au niveau des circuits intégrés. Alors la tension est donc de 5 volts. Le courant va dépendre du microprocesseur et des circuits annexes. Le processeur seul est dans les 10 mA. La résistance, vous connaissez la loi d'Ohm. La puissance s'exprime en watts, c'est le produit de la tension par le courant. L'énergie s'exprime en joules, mais on utilise peu cette unité. Au niveau domestique, vous connaissez le kilowattheure. Du côté des piles et accumulateurs, on parle de capacité en milliampères-heure, tant de milliampères pendant une heure, c'est ce que peut donner la pile. Cette capacité n'a évidemment rien à voir avec la capacité des condensateurs qui s'exprime en nanofarad ou en microfarad. Un petit problème pour commencer. Vous avez une pile 5 volts, un système microcontrôleur dont on a estimé la résistance à 10 ohms. Quel est le courant? Bien, vous appliquez la loi d'Ohm. Le courant, c'est la tension sur la résistance, U sur R. Donc, 5 volts divisé par 10 ohms, ça fait 0,5 ampères, 500 milliampères. L'ampèremètre que je branche ici m'indique une valeur différente, plus faible. Pourquoi? Là, il faut réaliser que des résistances, il y en a partout. Il y en a dans le fil, mais surtout, il y a une résistance très importante à l'intérieur des piles. 5 volts veut dire qu'il y a un processus chimique qui génère une tension de 5 volts, qui génère des électrons, mais ces électrons doivent traverser l'intérieur de la pile et ça implique une résistance non négligeable. Donc si on fait l'hypothèse que la résistance interne de la pile est de 1 ohm, on a une résistance totale de 11 ohms, donc un courant de 454 milliampères. C'est important de comprendre ce phénomène parce que si le moteur démarre avec un coup de courant non négligeable, vous allez avoir une chute de tension sur l'alimentation et il faut s'assurer que le processeur va accepter cette chute de tension. Bien, les résistances, vous en avez les grandes, vous avez la résistance des bricoleurs avec son code de couleur plus ou moins facile à décoder. Industriellement, on n'utilise plus que les résistances montées en surface, SMD, et vous en remarquez une petite quantité autour des microcontrôleurs. À quoi servent-elles? Eh bien, imaginez que vous avez une entrée sur un microcontrôleur. Vous ne connaissez pas la tension de cette entrée puisque elle est ce qu'on appelle flottante. Donc ça peut être assez séchant dans certains cas. On aime bien connaître l'état logique des lignes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on câble une résistance assez élevée, de l'ordre de 50 kΩ, que l'on appelle pull-up, et qui va garantir que l'on a sur cette entrée une tension de 5 volts et pas quelque chose qui est mal défini, qui oscille, etc. On verra que cette résistance, on peut la programmer à l'intérieur du microcontrôleur. On pourrait aussi avoir une résistance pull-down qui imposerait un état 0 volt. Donc ça, c'est les résistances d'étirage que l'on rencontrera à plusieurs occasions. On voit aussi des résistances en série, et ça c'est dans le cas où une sortie du microcontrôleur
doit être protégé contre les courts-circuits, parce que si le microcontrôleur impose du 5 volts et que on a une connexion au 0 volt, eh bien, un courant important peut s'établir. Il est limité par la résistance interne de la sortie du microcontrôleur, mais que l'on essaye d'avoir aussi faible que possible, donc il va y avoir échauffement. Donc on peut rajouter une résistance série supplémentaire qui évidemment va réduire la tension de sortie quand on câble un élément. Bien, les condensateurs, ils ont différentes formes. Les gros condensateurs sont utilisés pour filtrer la tension principale. Et vous voyez qu'autour d'un microcontrôleur, vous avez des petits condensateurs, il y a celui-ci et celui-ci, qui ont une valeur de l'ordre de 100 nanofarads, alors que celui-ci est dans les 100 microfarads. Et pourquoi une capacité si faible? C'est parce qu'en fait, ce qu'on cherche à filtrer ici est un signal qui évolue lentement, autour de 50 Hz, alors que au niveau du processeur, on a des variations extrêmement rapides, des impulsions de consommation de courant quand les circuits à l'intérieur du processeur commutent. Alors ces impulsions de quelques nanosecondes doivent être filtrées avec des condensateurs les plus proches des pattes du circuit pour éviter la chute de tension des conducteurs. Autour des quartz, vous trouvez aussi des capacités qui, elles, font seulement 22 picofarads et qui sont là pour faire en sorte que le quartz oscille mieux. Donc ça, ce sont des capacités qui ont un rôle logique et celle dont on a parlé avant, c'est uniquement du filtrage. Bien, la résistance, évidemment, on l'utilise énormément avec des diodes lumineuses. La diode lumineuse est toujours câblée avec une résistance. On va voir pourquoi il faut limiter le courant. Et puis maintenant, si on connecte cette résistance que je mets toujours du côté de la patte courte, pour qu'on ne perde pas ce repère utile de la patte longue qui est l'anode et de la patte courte qui est la cathode, eh bien le courant va passer à travers la diode et va l'allumer. Et maintenant, si on veut câbler un processeur, mettre un microcontrôleur, eh bien on a une solution qui est de dire quand le microcontrôleur mettra sur sa patte du 5 volts, la diode va s'allumer, mais on pourrait tout aussi bien envisager la solution où le microcontrôleur doit imposer du 0 volt pour que la diode s'allume. Alors, laquelle est préférable? De nouveau, les électroniciens préfèrent le 0 volt pour des raisons de construction interne des transistors, on ne pourra pas rentrer dans ces détails. Donc voilà, expliquons mieux cette diode lumineuse. Et pour cela, vous connaissez les graphiques dans lesquels on représente la courant en fonction de la tension. La loi d'Ohm, avec une résistance, vous donne la proportionnalité, c'est linéaire, et si vous avez typiquement une tension de 5 volts avec une résistance d'1 kΩ, vous allez avoir un courant de 5 mA. Voilà. Alors maintenant, si on considère une diode lumineuse, sa caractéristique n'est pas linéaire. Vous savez tous qu'une diode ne laisse passer que le courant que dans un sens. Mais en plus de ça, vous avez un seuil de conductivité. Et pour une diode rouge, c'est à partir de 1,3, 1,4 volts que tout à coup, le courant commence à passer. Et il commence à passer avec une résistance interne extrêmement faible, ce qui veut dire que la pente ici est très élevée. Et si vous dépassez 1,5 volts, vous voyez que le courant va gicler vers les 50, 100 mA, la diode fera un petit flash, et puis c'est terminé.
Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute une diode de protection, une résistance série, qui va limiter le courant. Et du point graphique, eh bien, on n'aura aucun courant jusqu'à 1,5 volts. Et puis ensuite, augmentation linéaire, pratiquement du courant. Et vous voyez que puisqu'on perd 1,5 volts dans la diode, eh bien, pour 5 volts, eh bien, on a 3,5 milliampères. Alors, on peut maintenant envisager différentes solutions. Quel est le courant dans ce cas-là? Eh bien, on a 1,5 volts ici, 3 volts ici, il nous reste 2 volts à travers la résistance, donc on aura un courant U sur I, 2 volts sur 1 kilo-ohm, 2 milliampères. Dans ce deuxième cas, on a voulu partager une résistance entre deux diodes. Alors d'un côté il y a une rouge, de l'autre côté il y a une bleue, donc j'ai pas dit que les diodes avaient des tensions très différentes. Le bleu et le rouge, le blanc sont plutôt dans les 3 volts. Que se passe-t-il? Dès que vous dépassez 1,5 volts, c'est la diode rouge qui prend tout le courant et la diode bleue ne va jamais s'allumer. Et même si vous mettez deux diodes rouges en parallèle, elles n'auront pas exactement la même caractéristique, la même courbe de transfert. Et puis l'une des deux va être un petit peu plus lumineuse. Puisqu'elle devient plus lumineuse, qu'elle prend plus de courant, sa tension augmente. Donc l'autre va pouvoir récupérer un petit peu. Donc il faut toujours avoir des résistances propres à chaque diode. Et là la question c'est, j'ai une diode rouge ici qui va bien avec 2 kilo-ohms. J'aimerais mettre à côté une diode bleue. Quelle doit être la résistance? Alors là, c'est plus un problème électrique. On peut naturellement dire, je veux le même courant. Mais ma donnée, c'était d'avoir la même sensation lumineuse. Et là, les diodes ont des différences d'efficacité lumineuse considérables. Et c'est spécifié, mais les spécifications ne sont pas évidentes à bien lire. Donc, on est amené parfois à tâtonner un petit peu pour fixer des valeurs de résistance équilibrées. Dernier petit truc qui vous rendra service. Pour vérifier une diode lumineuse, vous pouvez simplement prendre une petite pile ronde de type CR1632 par exemple et brancher directement la diode dessus. Ah, mais direz-vous, on doit toujours mettre une résistance en série sur la diode. Oui, mais là, la résistance, elle est à l'intérieur de la pile. Hein, c'est une pile qui n'a pas été conçue pour débiter du courant comme la plupart des piles. Elle a été conçue pour durer et garantir, par exemple, que votre horloge à l'intérieur du microcontrôleur fonctionne même s'il y a coupure. Disparition du courant. Donc là, vous avez de l'ordre du kilo-ohm à l'intérieur de résistance, et le courant va être limité. Voilà, on a donc vu le rôle des résistances et condensateurs, et on a mieux compris comment utiliser une LED dans un montage.